Rwanda ne conteste pas que les droits de l'homme dont la violation est alléguée par la RDC sont effectivement protégés par la Charte et les autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme utilement cités dans la requête. Cela étant dit, nous pensons que continuer à épiloguer sur cet aspect des choses, comme s'y emploie d'ailleurs maladroitement le Rwanda, ne peut que relever d'une diversion de mauvais goût qui masque son embarras face à l'énormité des violations des droits de l'homme dont il a la charge. Vous devez savoir que ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler directement avec le M23. D'abord, la première raison, c'est parce que le M23 a massacré des populations et a bombardé des camps de déplacés où il y avait des femmes et des enfants. Ils ont été massacrés. Donc pour nous, c'est un mouvement terroriste. Et on ne négocie pas, on ne discute pas avec les terroristes. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi règle la question des groupes armés. Et donc, le M23 étant un groupe armé, il est logé à la même enseigne que tous les autres groupes armés évoluant en République démocratique du Congo. Et il doit avoir le même traitement, donc il doit rentrer dans ce cadre. La troisième raison, c'est parce que le M23 est un mouvement, j'allais dire, qui est vide de contenu. C'est en fait un supplétif du Rwanda. Le M23 est une sorte de paravent que le Rwanda met, mais en réalité, derrière, c'est l'armée rwandaise et donc le Rwanda qui se bat. La preuve de ce que je dis, c'est que dans le processus de Luanda en Angola, nous avons discuté avec le Rwanda. Si le Rwanda n'avait rien à voir dans ce conflit, pourquoi est-ce qu'il répondait aux invitations du facilitateur pour discuter avec la République démocratique du Congo? Donc vous comprenez que c'est le Rwanda qui se cache derrière et qui envoie un mouvement dit de Congolais qui vont venir à la table des négociations pour parler des intérêts du Rwanda. Alors, autant, nous disons, autant discuter avec le parrain lui-même pour qu'il nous dise c'est quoi ses intérêts, au lieu de perdre notre temps et notre dignité à discuter avec un paravent. Monsieur le vice-président, honorable juge, c'est un honneur pour moi d'être devant vous ici et il me revient de pouvoir prouver la compétence matérielle de la Cour. Pour ce faire, mon intervention sera focalisée autour de 4 points. En premier lieu, et pour commencer, il est clair et indiscutable que votre compétence matérielle est fondée sur les violations des droits de l'homme et des peuples commises par le Rwanda telles qu'elles sont dénoncées dans la requête introductive de cette instance. Le Rwanda répète ad nauseam qu'au sens de l'article 3, et on l'a suivi ce matin encore, du protocole de Ouagadougou, la Cour des Seyons n'a pas compétence matérielle pour examiner les questions soulevées dans la requête. À l'appui de son raisonnement, il avance principalement qu'une affaire opposant les États, comme en l'espèce, doit être strictement limitée aux différends qui existeraient entre ces derniers au moment de l'introduction de la saisine de la Cour. Le requérant affirme et soutient pour sa part que la compétence matérielle de la Cour des Seyons est établie pour statuer en la présente affaire. Pareille compétence est tirée de la mission qui est la vôtre d'interpréter et d'appliquer la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, le protocole et tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés. Monsieur le vice-président, honorable juge, la République démocratique du Congo vous a saisi pour dire que le Rwanda a violé principalement les articles 1er, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18,
22, 23, 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, les articles 3, 4, 10, 11, 12, 15, 18 et 19 du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatif aux droits des femmes, les articles 5 et 11 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, les articles 2, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 12 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Votre jurisprudence abondante sur cette question montre que votre compétence ration et matérielle est établie dès lors que les droits de l'homme dont la violation est alléguée sont garantis par la Charte ou tout autre instrument relatif aux droits de l'homme. Vous l'avez répété à tout État défendeur qui a voulu s'y soustraire, comme c'est le cas dans la présente affaire, en des termes aussi clairs que significatifs. Qu'il me soit permis, à titre indicatif, de reprendre les mots de l'arrêt rendu par cette Cour en l'affaire Peter Joseph Tchatcha contre la Tanzanie. En effet, il a été jugé que, je cite, « Tant que les droits dont la violation est alléguée tombent sous l'autorité de la Charte ou de tout autre instrument des droits de l'homme ratifié par l'État concerné, la Cour exercera sa compétence dans l'affaire. » Fin de citation. Nombreuses opinions individuelles de certains juges de la Cour des Seyons ont abondé dans le même sens. Telle est notamment l'opinion du juge Blaise Chikaya dans l'affaire Lutechura contre la Tanzanie, où il dit, je cite, « La Cour a invariablement considéré en effet que pour qu'elle soit compétente, il suffit que le droit dont la violation est alléguée soit protégé par la Charte ou par tout autre instrument de droits de l'homme ratifié par l'État concerné. » Fin de citation. Comme vous l'aurez vu à travers les écritures de la partie adverse, ainsi qu'au cours de ces plaidoiries orales de cet avant-midi, le Rwanda ne conteste pas que les droits de l'homme dont la violation est alléguée par la RDC sont effectivement protégés par la Charte et les autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme utilement cités dans la requête. Cela étant dit, nous pensons que continuer à épiloguer sur cet aspect des choses, comme s'y emploie d'ailleurs maladroitement le Rwanda, ne peut que relever d'une diversion de mauvais goût qui masque son embarras face à l'énormité des violations des droits de l'homme dont il a la charge. Monsieur le vice-président, honorable juge, en deuxième lieu, la stratégie traditionnelle du Rwanda, qui tend à s'abriter derrière la technique d'isolation et de saucissonnage de la réalité, l'amène à faire référence à l'article 31.4 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, sans qu'il soit capable de tirer les conséquences qu'implique cette disposition. En d'autres termes, au lieu de recourir à l'interprétation systémique que commande l'intelligibilité de cet article, le Rwanda préfère se cantonner dans un raccourci discursif qui consiste à mobiliser une approche littérale dans sa recherche d'un prétendu vrai et seul sens qui serait intrinsèque à la disposition de l'article 3, alinéa 1er du protocole. Or, en réalité, l'article 31 de la Convention de Vienne sur les traités, invoqué par le Rwanda au secours de sa défense, fait largement droit à l'approche systémique. Cette méthode d'interprétation garantit que les dispositions du protocole ne produisent pas des effets d'une manière isolée. Elles doivent être interprétées et appliquées dans le cadre d'un ensemble du système juridique en vigueur au moment où l'interprétation a lieu. La démarche induite par l'article 31 de la Convention de Vienne précitée consiste à dire que le sens et la portée du différend avancé par le Rwanda ne devraient pas empêcher la Cour de déclarer sa compétence. Le Rwanda conditionne la compétence matérielle de la Cour des Seyons
à l'existence d'un différend qu'il juge nécessaire en se fondant, comme nous l'avons suivi ce matin, sur l'article 3, alinéa 1er du protocole. Mais le problème est que l'entendement qui se fait du terme différent paraît à maints égards invraisemblable. Il est artificiellement dégagé à partir d'une approche excessivement formaliste et donc abstraite du droit au point d'en faire, comme c'est le cas devant la Cour internationale de justice, une condition préalable à l'exercice de la compétence de la Cour des Seyons. Le Rwanda veut simplement, en ce faisant, entretenir une confusion et faire ignorer la spécificité de chaque juridiction internationale ainsi que les règles de procédure qui lui sont propres. Honorable juge, la Cour des Seyons est une juridiction spécialisée ayant pour mandat spécifique de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et du peuple en Afrique. Comme je venais de le dire, le protocole créant la Cour utilise les termes affaires et différends, mais ne les définit pas. Lorsqu'il en arrive ainsi pour un concept dans un instrument international, il s'impose de mobiliser d'autres mécanismes, notamment la jurisprudence, en ce y compris celle de la Cour des Seyons, pour en dégager sa signification. En procédant de la sorte, on se rend vite à l'évidence que la portée sémantique qui paraît susceptible de couvrir le terme différent est incontestablement large et plurielle. Par exemple, la Convention pour le règlement pacifique des conflits conclue à La Haye le 18 octobre 1907 utilisait indistinctement dans ses articles 1er, 2, 3, 8 et 9, utilisait donc, je disais, indistinctement les expressions différents, dissentiment, conflit, contestation et litige, sans toutefois leur attacher des sens véritablement spécifiques. Par conséquent, en partant de ce qui précède, le requérant considère à juste titre que l'article 3, alinéa 1er du protocole, ne doit pas être interprété de manière isolée. Il doit s'inscrire dans le cadre général du protocole créant la Cour, dont l'adoption est loin d'obéir à un souci purement mimétique. Cette disposition doit en effet être comprise en combinaison avec le préambule du dit protocole et d'autres dispositions pertinentes. Voilà pourquoi nous soutenons qu'une interprétation systémique s'avère être la plus indiquée dans la présente cause. D'ailleurs, le processus de création de la Cour témoigne de la relativisation de la thèse qui tendrait à perpétuer le caractère conciliatoire de la justice en Afrique, auquel renverrait une acception mécanique du concept différent lorsqu'il est invoqué devant la Cour internationale de justice. Le contexte d'adoption du protocole était celui de la promotion de la défense des droits de l'homme, marqué par un enthousiasme en faveur du renforcement de la protection de ces droits. Il était dominé par le recul de l'exaltation de la souveraineté étatique et du principe de non-intervention dans les affaires intérieures des États en Afrique, face à l'impératif de la promotion et de la protection des droits de l'homme, qui est question dans le cadre de l'instance. En tout état de cause, il a espoir de cause que la partie adverse tente de différencier le terme différent d'avec le côté affaire. Au fait, le Rwanda voudrait faire croire que la conjonction « et » employée pour unir les deux termes au même niveau de leur énonciation, dans la phrase de l'article qui les porte, constituerait la preuve que ces deux concepts ne seraient pas interchangeables. Il prétend en conséquence que l'équivalence de sens entre ces deux termes méconnaîtrait, je cite, la règle fondamentale d'interprétation des traités, selon laquelle un traité ne doit pas être interprété de manière à rendre certaines parties de son texte
redondantes ou dépourvues de sens. Fin de citation. Qualifiant ainsi cette règle de, j'ouvre encore les guillemets, c'est toujours le Rwanda, principe d'effectivité, je ferme les guillemets, nous sommes au point 30 de sa duplique. Ce raisonnement est a priori séduisant par sa forme, mais il paraît en réalité relever d'un sophisme dans la mesure où le Rwanda oublie simplement que le premier principe d'interprétation consacré à l'article 31.1 de la Convention de Vienne sur les droits des traités commande avant tout le recours au sens ordinaire à trouver au terme du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. En d'autres termes, toute autre tentative d'un recours à l'article 31, alinéa 4 de la même convention, et donc à un sens particulier, serait exceptionnelle en ce que cet article dispose, je cite, « Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. » Fin de citation. Or, visiblement, il est difficile d'administrer la preuve de l'existence d'une telle intention spécifique dans le cadre de l'interprétation de l'article 3, alinéa 1er du protocole régissant la présente Cour. Le Rwanda serait aux abois en persistant sur cette voie. C'est la raison pour laquelle, en lieu et place d'une telle démonstration, il a carrément préféré l'assimilation des situations entre la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple et la Cour internationale de justice. Imaginons que le formalisme qui caractérise la procédure devant celle-ci s'appliquerait également et mécaniquement devant celle-là dans un contentieux des droits de l'homme et du peuple. Étant dépourvu de toute base juridique dans le droit et la pratique de la Cour des Seyons, cet argument du Rwanda doit être purement et simplement rejeté dans son ensemble. Et pour raison, le défendeur insiste éperdument sur la conjonction « et » qui existe entre les termes « affaire » et « différent » pour tenter de lui conférer un sens qui ne saurait être accepté dans la présente affaire. En invoquant cette seule conjonction, afin de marquer la différence de signification qu'elle induit entre les deux termes, le Rwanda fait semblant d'ignorer que, dans la même disposition de l'article 3, alinéa 1er du protocole, la conjonction « et » est utilisée 4 fois. La vérité est que, du point de vue syntaxique, loin d'être redondante ni dépourvue de sens, la présence multiple de la conjonction « et » joue un rôle de coordination ou d'unification des concepts. Elle n'exprime pas, à proprement parler, une simple addition de disjonctions exclusives. En effet, la première énumération de la conjonction « et » entre affaires et différents, qui sont d'un même niveau syntaxique, coordonne, unifie deux termes dont la portée sémantique ne peut être distinguée. Il en serait par exemple autrement si l'article aurait utilisé une virgule avant la conjonction « et ». Ainsi, si la disposition aurait été écrite comme suit, je cite, « La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires, virgule, et de tous les différends », le sens ne serait pas le même. Très concrètement parlant, si le protocole voulait marquer la différence sémantique, il aurait fait précéder la conjonction « et » d'une virgule, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il en serait également différent si nous nous retrouvions devant la répétition de la conjonction « et » pour marquer la différence entre les termes énumérés. Nous pourrions alors, en pareille hypothèse, consentir à une différence de sens entre les deux termes, notamment si la disposition était libellée comme suit. Je cite encore. La Cour a compétence pour connaître et de toutes les affaires, virgule, et de tous les différents, fin de citation. Le « et » aurait dans ce cas le statut d'une conjonction d'addition qui impliquerait évidemment des significations spécifiques pour chaque terme énuméré. Mais ce n'est malheureusement pas le cas.
De toute façon, la carence du raisonnement rwandais saute aux yeux lorsqu'on déplace les jeux herméneutiques sur les autres usages de la même conjonction et reproduite peu après à travers la même disposition de l'article 3 alinéa 1er. L'on se rend facilement compte, par exemple, le deuxième emploi de la conjonction « et » qui existe entre les termes, l'interprétation et l'application joue la fonction cumulative du fait que les deux termes s'articulent dans une trame de raisonnement judiciaire au moyen de laquelle ils sont reliés et même, peut-on dire, intégrés. La mission qui est confiée à la Cour des Séance ne consiste pas seulement à interpréter, mais également à appliquer. Pour appliquer un texte, il faut d'abord en saisir le sens. Dans le cadre d'un contentieux des droits de l'homme devant la Cour des Séance, l'application qu'elle fait de la charte, du protocole et d'autres instruments pertinents des droits de l'homme est l'aboutissement de l'interprétation. Le troisième niveau de sens de la conjonction « et » dans la disposition de l'article 3, alinéa 1er, est précédé d'une virgule. Et ici, la conjonction « et » vient après l'énumération de la charte du protocole. Elle a un sens d'une conjonction d'addition, ce qui est différent de la première énumération dans le cas de l'expression « différent et affaire ». Par contre, la quatrième conjonction « et » de la disposition joue le rôle d'une biconditionnalité, en ce sens qu'elle est appelée à exprimer une condition nécessaire et suffisante. En d'autres termes, il ne suffit pas que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme existe. Il faut aussi remplir la condition d'être ratifié par l'État concerné pour que la Cour des Séance ait compétence de l'interpréter et de l'appliquer à son égard. Cela signifie que la Cour serait compétente si et seulement si tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme a été ratifié par les États concernés. En somme, selon toute logique, la RDC considère que tout interprète de bonne foi ne pourrait pas ne pas admettre que le terme différent est celui des affaires dans le cadre d'un contentieux des droits de l'homme devant la Cour des Séance s'emploie indistinctement pour désigner un conflit, un litige ordinaire qui oppose deux parties devant la Cour, dont l'une, un individu ou un État, allègue des violations des droits de l'homme censées avoir été commises par l'autre, un État, ou dont le premier tient le second pour responsable. La jurisprudence de la Cour des Séance s'avère de nature à constituer une référence dont on ne peut se passer. En témoigne le fait que la Cour utilise très significativement. Ce n'est pas par un fait du hasard que la Cour des Séance a, dans son ordonnance du 7 mars 2024, rendu en la présente affaire, recouru uniquement au concept affaire. Et le Rwanda ne peut pas prétendre que les juges de la Cour ignoraient que ce litige opposait deux États. Si donc le terme différent avait une acception particulière dans le système de la Cour en matière de contentieux interétatiques, pourquoi la Cour en viendrait-elle à s'empêcher d'y faire allusion à cette occasion? Qui plus est, si la Cour a préféré utiliser le terme affaire s'agissant du cas d'espèce dans son ordonnance, alors qu'elle avait sous les yeux les deux concepts, en vertu de quoi le Rwanda se permettrait-il de substituer au terme affaire celui du différent? Cette interrogation est d'autant plus légitime lorsqu'on considère que, même dans les hypothèses des requêtes individuelles, la Cour garde la même logique. Pour preuve, l'affaire qui a opposé les sieurs Souibi, Gooré et autres contre la Côte d'Ivoire est emblématique à cet égard. La Cour y indique
de manière tout à fait explicite que, je cite, « Le protocole ne fait pas de distinction entre les affaires ou les différends qui sont soumis à la Cour tant que l'affaire ou le différend concerne l'application et l'interprétation de l'un quelconque des instruments énumérés à l'article 3 du protocole. » Fin de citation. Honorable juge, il importe de remarquer que la Cour va même au-delà dans l'explicitation du sens des mots. En effet, elle utilise en lieu et place de la conjonction « et » une autre conjonction de coordination, en l'occurrence le « ou » dans les deux paragraphes précités de cet arrêt, ce qui n'est pas fortuit. Elle renvoie en se faisant à une équivalence des désignations. Elle exprime l'idée d'une alternative, une indifférence, et signifie que les concepts affaires et différents sont identiques d'après leur entendement commun et qu'ils sont susceptibles d'être utilisés indistinctement aussi bien dans une affaire individuelle que celle étatique. Pour ce faire, la Cour des séants rejettera purement et simplement l'argument avancé par le Rwanda en contestation de sa compétence matérielle. Monsieur le vice-président, honorable juge, quatrièmement, je voudrais dire que, en tout état de cause, les preuves attestant le différend entre la RDC et le Rwanda sont abondantes en l'espèce. Le requérant voudrait plaider à titre purement subsidiaire pour démontrer que, même à supposer que par hypothèse, la Cour soit amenée à considérer que l'existence d'un différend au préalable constitue la condition d'exercice de sa compétence, la RDC affirme que les éléments attestant de l'existence d'un différend entre elle et le Rwanda sont innombrables. De prime abord, qu'il me soit permis de rappeler une fois de plus, cela a été dit ici, que la preuve de l'existence d'un différend est une question de fond et non des exceptions préliminaires. Mais même alors, parce que le Rwanda affiche l'illusion d'être habile sur cet aspect, la RDC a rapporté à travers ses écritures de nombreux éléments qui établissent de manière tout à fait univoque l'existence d'un différend entre les deux parties au moment de la saisine de la Cour. Ils ont été renseignés dans la requête et le rappel des faits qui vient d'être donné par devant vous tout à l'heure a démontré le caractère continu d'innombrables violations flagrantes des droits de l'homme que le Rwanda s'évertue à contester, tantôt explicitement, tantôt implicitement. Le dernier épisode vient de se passer la semaine dernière à Genève, au cours des Nations Unies, qui, dans le point 3, 4 et 5 de cette résolution, je cite, condamne avec plus grande fermeté toutes les violations des droits, condamne fermement l'appui militaire des forces de défense du Rwanda au groupe armé M23, exige des forces rwandaises de mettre immédiatement fin à leur violation des droits de l'homme. Fin de citation. Honorable juge, lorsqu'une résolution, celle du Conseil des droits de l'homme, utilise des termes comme condamne avec plus grand, exige, cela n'est pas facultatif. De toute façon, le point de vue de la RDC Rwanda sur les violations des droits de l'homme, dont le premier tient le second pour responsable, exprimé de diverses manières et à différentes occasions, sont manifestement opposés. À titre illustratif, nous relevons quelques faits ci-après. 1. Le jeu de l'autruche que joue le Rwanda. La RDC reproche au Rwanda d'envahir son territoire en utilisant le M23 qui y commet multiples violations des droits de l'homme. C'est une stratégie à laquelle il a recouru depuis plusieurs années en fabriquant de pseudo-rébellions qu'il contrôlait. AFDL, RCD, CNDP, M23-1. Pour sa part, le Rwanda nie catégoriquement en disant que le conflit entre le M23 et le gouvernement congolais est une affaire interne et que le Rwanda ne doit ni servir de bouc émissaire ni être assimilé au M23. Pourtant, pendant que Kigali reproche à Kinshasa
d'héberger sur son territoire les FDLR responsables du génocide au Rwanda, le M23 endosse les revendications rwandaises sur les FDLR. 2. Le 14 juin 2022, le représentant permanent de la RDC auprès des Nations Unies a adressé au président du Conseil de sécurité un courrier auquel était annexée la lettre du ministre des Affaires étrangères de la RDC, dans laquelle ce dernier formulait clairement des accusations de violations des droits de l'homme commises le 10 juin 2022 à 16h15 par les forces rwandaises et leurs supplétifs sur le territoire congolais, précisément à Biruma et à Kabaya, localités situées dans le groupement de Kisigari, chefferie de Bwisha, en territoire de Rutshuru. Ce jour, des dizaines de bombes ont été tirées de longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais et ont causé d'énormes dégâts matériels et humains, en l'occurrence la destruction d'une école, l'Institut Saint-Gilles, de 2 enfants, Ishaka Mapenzi et Jérémy Vira, âgés respectivement de 7. C'est dans cette lettre que le ministre congolais, que les militaires des forces de défense du Rwanda avaient été capturés le 28 mai 2022 par les forces de défense et de sécurité de la RDC avec l'appui de la population locale. À l'occasion, le gouvernement congolais invitait le Conseil à donner une suite à cette lettre en le priant de bien vouloir la faire circuler comme document officiel du Conseil de sécurité. En réaction, le Rwanda a rejeté catégoriquement les accusations de la RDC sur les bombardements dont cette dernière le tenait coupable sur son territoire. Et s'agissant de ces militaires capturés, le gouvernement de Kigali a rétorqué que les 2 soldats des forces de défense du Rwanda avaient été enlevés le 28 mai 2022 par une force conjointe FARDC-FDLR, alors que, semble-t-il, ces militaires patrouillaient le long de la frontière entre le Rwanda et la RDC. Troisièmement, et c'est à titre purement vraiment indicatif, au cours de sa séance, la séance du Conseil de sécurité tenue le 9 décembre 2022, le ministre congolais des Affaires étrangères a clairement mis en évidence la responsabilité du Rwanda dans le massacre des populations congolaises le 28 et le 29 novembre 2022 à Kishishe et à Bambo dans les territoires de Rutshuru. Monsieur le vice-président, honorable juge, la tragédie de ce jour, qu'il convient de nommer génocide de Kishishe, a été d'une particulière cruauté, dont la planification a accompagné des massacres systématiques des populations locales, essentiellement Hutus, poursuivis jusque dans leur dernier retranchement, y compris les malades dans les hôpitaux, les personnes cachées dans les écoles et dans les églises. Le Rwanda a exprimé, conformément à sa traditionnelle rhétorique, une opposition catégorique à cette accusation. Dans un communiqué publié le 22 décembre 2022, il proteste en ces termes, je cite, « Tenter de régler des situations complexes simplement en répétant et en amplifiant les fausses accusations du gouvernement de la RDC ne peut mener à une solution durable, notamment la médiatisation du massacre de Kishishe, une fabrication du gouvernement de la RDC qu'il a attribuée au M23 et qui s'est rapidement répandue sans enquête, alors qu'il y a des indications qu'il y a eu au contraire une confrontation entre le M23 et des groupes armés illégaux alliés au FARDC. Fin de citation. Monsieur le vice-président, honorable juge, il résulte de tout ce qui précède et surtout des affirmations contenues dans les écritures de la RDC que le Rwanda avait connaissance de ces allégations du requérant et a eu à réagir en protestant.